Parcoursup, épisode 11, le Dry January. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Parcoursup, le podcast sur les stupes. Au cours de ce podcast, nous allons parler de substances à usage non médical, ce que les législateurs appellent souvent drogue, et d'alcool. Ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ce podcast est destiné aux usagers et usagères de substances à usage non médical, ainsi que les professionnels de santé et du grand public qui souhaiteraient s'informer sur ces questions. En cas d'inquiétude, si vous pensez souffrir de dépendance notamment, je mets dans la description de l'épisode le lien vers des organismes gouvernementaux francophones qui seront là pour vous aider. Nous allons également parler au cours de ce podcast de sevrage de l'alcool. L'arrêt de l'alcool n'a rien d'anodin, et si vous pensez souffrir d'une dépendance à l'alcool, alors il est de bon ton de vous faire entourer par du personnel soignant pour arrêter cette substance. Bon podcast. Bienvenue dans ce 11e épisode de Parcoursup où nous allons parler du Dry January. Avec moi sur Discord, Christian Andréo, que vous avez déjà entendu dans l'épisode précédent du podcast. Salut Christian. Salut. Christian, tu as un parcours associatif avec notamment un très long parcours chez Aide. Désormais, tu diriges Addictio qui propose d'agir face aux addictions sur le lieu de travail et tu es secrétaire général de la Fédération Addiction ainsi qu'administrateur de l'association Gaïa qui gère la salle de consommation à moindre risque de Paris. C'est ça. Aujourd'hui, c'est surtout pour ton statut de coordinateur de la campagne française du Dry January que tu acceptes de venir témoigner dans le podcast. Merci d'être là. Et merci à toi. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne sauraient pas encore, qu'est-ce que c'est que le Dry January ? Alors, c'est proposition de se lancer un défi, le défi de ne pas boire d'alcool pendant tout le mois de janvier. Donc, c'est quelque chose qui peut sembler anodin, facile, un peu presque évident après les fêtes. Quand on se lance ce défi, on va vite se rendre compte que ça ne l'est pas du tout. Et donc, c'est une opération qui permet un petit peu de questionner son rapport à l'alcool et aussi plus largement la place de l'alcool dans la société tout court. D'accord. Et alors, pour les gens qui auraient envie de participer au Dry January, comment on y participe ? Alors, on peut y participer tout à fait individuellement sans rien dire à personne. On peut aussi aller sur le site internet du Dry January, dryjanuary.fr par exemple, s'inscrire à la newsletter pour recevoir des infos, des emails motivationnels. On peut télécharger l'application Try Dry qui va aider à se donner des objectifs, mettre à chaque fois ces petits jours sans consommation de gagner, et puis suivre les comptes sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et aussi des pages Facebook, pour partager son expérience du défi de janvier avec tout le monde. Et alors, justement, est-ce que tout le monde peut participer au Dry January ? Alors, tout le monde peut participer à un bémol près, pour des personnes qui auraient une problématique de consommation très très importante. Pour celle-là, bien entendu, que ce soit pour le dry ou dans un autre contexte, on déconseille très vivement d'arrêter brusquement la consommation d'alcool. Hein. Ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête. Donc, dans ces cas-là, la priorité, c'est de se faire aider, d'aller consulter, de se rapprocher de communautés de patients, mais surtout pas de sevrage bloc comme ça, tout d'un coup, tout seul, alors qu'on est dans des consommations excessives. Effectivement, donc on disait questionner le rapport à l'alcool et justement de dire que consommer de l'alcool ça n'a rien d'anodin, de la même manière que arrêter de consommer de l'alcool n'a rien d'anodin non plus. Donc effectivement pour les auditeuristes qui se questionneraient sur leur consommation d'alcool, je pense que voilà, il y a un peu de temps avant le mois de janvier, faites-vous entourer, demandez un soutien soignant si jamais vous pensez être dans cette catégorie décrite par Christian. Donc
pour revenir un peu au contexte général, donc tu l'as dit effectivement, donc sur les réseaux sociaux c'est assez actif. Je me rappelle que notamment pendant le mois de janvier, il y a typiquement le compte Dry January qui est assez actif. Je me rappelle aussi que une de nos collègues tabacologues anime une petite bande dessinée pendant le mois de janvier qui s'appelle À les collines, qui a un compte. Je mettrai aussi le lien vers ce compte. L'application effectivement Try Dry, qui est plutôt pas mal, pour l'avoir essayé. Donc voilà, on décide d'y participer, et puis pourquoi on y participerait, qu'en pensent les participants en général? Alors, les participants en général apprécient le questionnement sur le rapport à l'alcool, sont étonnés aussi de voir que c'est pas aussi facile que ce qu'on pouvait penser, et puis avoir aussi des bénéfices assez immédiats en termes de santé. En fait, on peut avoir des modifications sur le sommeil. Donc, meilleur sommeil égale meilleur tonus, moins de fatigue. On peut voir des choses comme ça, même sur le teint, en fait, qui peut changer, pour effectivement, en plus, des répercussions sur le porte-monnaie. Donc, il y a pas mal de choses comme ça, qui peuvent être des effets assez immédiats, qui sont intéressants, et que les personnes apprécient. Ce qu'elles apprécient aussi, c'est l'aspect, certes, défi, et puis reprise en main. Quelque chose je suis redevenu acteur de reprise de contrôle de sa consommation. Là, c'est quelque chose dans les retours qui est très très fort et qui est très intéressant. Des personnes, en fait, je consommais sans me rendre compte de mon rapport à l'alcool. Là, j'ai l'impression d'avoir repris une place d'acteur, d'actrice par rapport à ma consommation et de mieux la maîtriser. Et ça, c'est super important parce que les évaluations ont montré aussi que les personnes qui se lançaient dans le défi, même celles qui ne réussissaient pas tout à fait, parce qu'on y reviendra, mais on se détend sur l'atteinte des objectifs. Si jamais on craque une fois, c'est pas grave, on continue. Donc il n'y a pas trop de pression là-dessus. Par contre, on voit qu'il y a des bénéfices aussi de moyen et long terme. Une meilleure maîtrise de la consommation, et éventuellement boire moins et boire moins souvent. D'accord, oui, c'est vrai que parce que, c'est quoi les règles du jeu en fait? C'est pas d'alcool du tout? Est-ce qu'on a le droit de faire une petite entorse de temps en temps? Enfin, est-ce que les règles sont strictes? La règle du défi, c'est pas d'alcool du tout. Après, si vous avez votre anniversaire, je sais pas, dans le mois de janvier, et puis si un jour vous craquez, par exemple, alors l'application est là, par exemple, pour un petit peu notifier les écarts. Mais c'est pas grave, on continue. On continue, puis on réfléchit à ce qui s'est passé, en fait. Est-ce qu'on s'était dit, bon, là, de toute façon, moi, je vais faire le drive, mais là, j'ai mon anniversaire, mon mariage, ou je sais pas quoi, et donc, du coup, il va y avoir une pause, mais c'est pas une raison pour ne pas tenter sur le reste du mois. Et puis, si jamais on trébuche, on continue. C'est pas très grave. Donc, c'est un peu comme le Uno, le Monopoly, il y a les règles locales, quoi. C'est battant sur les règles locales que, en fait, que l'important c'est de participer, en tout cas, ça c'est sûr. Et de l'autre, c'est l'important, certes sur la durée du mois, mais de pouvoir faire une auto-analyse en un mois, qu'est-ce qui se passe pour que la possibilité de ne pas boire d'alcool soit attaquée ou questionnée. Alors, tu l'évoquais en tout cas un petit peu plus tôt, donc sur les retours de terrain. Alors, je renverrai les auditeuristes vers le site internet de l'initiative qui est, je trouve, extrêmement bien fait, dans sa version française en tout cas, puis avec quelques articles assez sérieux. Donc, en tout cas, sur le site, je retrouvais qu'effectivement, 9 personnes sur 10 vont économiser de l'argent pendant le mois sans alcool. C'est, comme tu disais, 3 personnes sur 4 notent une amélioration de la qualité de leur sommeil. Et puis, effectivement, il y a un article, un paquet d'articles en fait, puisque l'initiative date un peu chez nos voisins britanniques. Dans le British Medical Journal, je crois de 2019, eux relevaient en tout cas effectivement que chez les participants, il y avait une nette amélioration sur le plan des facteurs de risque cardiovasculaire, baisse de la tension artérielle, baisse du mauvais cholestérol, équilibre du diabète plus facile à obtenir, et puis sur le long terme, des effets qui perdurent même plusieurs mois après le mois sans alcool, où plus des 2/3 des participants notent en tout cas qu'ils maintiennent un meilleur contrôle de leur consommation d'alcool. Donc effectivement, quelque chose qui n'a rien d'anodin en fait, juste pour un mois. C'est ça. C'est ça qui est super intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment le déclencheur. Alors, on n'est pas sur des objectifs comme celui du mois sans tabac, de prendre un mois d'arrêt et puis après d'arrêter complètement. L'idée de la campagne, c'est une idée également de déclinaison de réduction des risques. C'est pas une visée d'abstinence.
en fait. Par contre, c'est un objectif clair de reprise de contrôle. Et donc, qui dit reprise de contrôle, dit une meilleure modération, en tout cas, j'allais dire en opportunité de consommation et en volume de consommation. C'est-à-dire, en gros, moins à la fois et, si possible, moins souvent aussi. Effectivement, alors d'habitude dans l'émission, j'invite toujours une personne concernée, et puis hasard du calendrier, finalement il n'y a pas eu possibilité d'inviter quelqu'un. Du coup, je vais me permettre de parler de moi, et pour parler de mes 2 expériences de Dry January. J'ai fait la première fois le Dry January en 2020, je l'ai refait en 2021, mais je dirais que pour moi c'est vraiment le premier Dry January qui a été le plus impressionnant, hein. Là, tous les deux, on est en train de discuter calmement, et c'est vrai que moi, quand j'ai vu arriver ce thème du Dry January fin 2019, ça m'est un peu passé au-dessus. Avec ma fiancée à l'époque, on s'est dit pourquoi pas, allons-y. Et là où je me suis aperçu que c'était pas si simple que ça, c'est que le 31 décembre, de me dire que le 1er janvier, j'aurais plus le droit à l'alcool, j'ai eu très très peur. Et la seule chose qui m'a permis de me calmer à l'époque, c'est de me dire, c'est pas grave, au pire je le fais pas en entier, au pire je fais qu'une semaine sans alcool. Et curieusement, au bout d'une semaine sans alcool, j'ai fait un rêve. Alors là, les psychanalystes peuvent faire après toutes les interprétations qu'ils veulent, mais je dirais que ça faisait un peu plus d'une semaine qu'on n'avait pas bu d'alcool. Et en fait, je me suis réveillé la nuit et j'ai fait un rêve. En fait, j'étais dans un espèce de bar à cocktail avec... Ce qui me reste comme impression, c'est ces images. Je pense qu'il parle à tous les gens qui sont allés une fois dans la rue, en ville, consommer de l'alcool, mais là où il y a toutes ces bouteilles de couleurs différentes qui sont éclairées par en dessous, puis en fait, je voyais cette espèce de, je sais pas moi, de sapin de Noël avec toutes les couleurs qui s'agitaient dans le bar, de la bière, etc. Quelque chose qui était je sais pas, assez flashy. Je me suis réveillé avec un espèce de craving d'alcool à 3 heures du matin, et j'ai eu super peur. Je ne pensais pas avoir de problème avec l'alcool, et de me voir que juste d'arrêter une semaine, j'avais comme ça un espèce de craving, et puis une obsession au point d'en faire des rêves la nuit. Et là, ça m'a clairement questionné sur mon propre lien à l'alcool, et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, je tiens bon, et je tiens pendant un mois. Et ce qui m'a impressionné, c'est comme tu le disais plus tôt, au niveau du teint, pareil, dans les retours, j'avais lu avant la campagne que on a une plus belle peau quand on arrête l'alcool, ça m'était passé un peu au-dessus de la tête, et puis finalement, je dirais après 2-3 semaines, j'avais perdu donc déjà 2 kilos, ce qui est pas rien, je trouve, et un soir, en me regardant dans la glace, j'ai eu l'impression que j'avais ma peau du visage était beaucoup moins marquée. Puis c'est là où j'ai ressorti justement alors la newsletter du Dry January, où il y a, je trouve, qui est extrêmement bien faite, avec semaine par semaine qu'est-ce qu'on est censé remarquer chez soi. Et c'est vrai que dans les retours, il y avait effectivement de noter qu'à partir de la 2e semaine, les gens ont l'impression de bien mieux dormir, et effectivement, je me suis aperçu que je pensais pas avoir de problème de sommeil, et en fait, je me suis aperçu que je dormais bien mieux, avec un sommeil beaucoup plus réparateur quand je consomme pas d'alcool. Et de dire que finalement, ayant repris une consommation occasionnelle d'alcool après, de voir l'impact négatif que ça a sur mon sommeil. Alors ça, peut-être parce que je suis dans la catégorie trentenaire maintenant, mais pour moi, la qualité de mon sommeil n'est plus sacrifiable, et je dirais que c'est ce qui me motive le plus à pas faire d'excès en soirée, parce que je me dis qu'après je vais le payer au niveau de ma qualité de sommeil. Et je trouve que c'est une super bonne ceinture de sécurité, en tout cas pour moi. Bref, pour dire en tout cas que pour moi, depuis que j'ai fait le Dry January, je n'ai plus jamais été ivre, ce qui pour un ex-étudiant en médecine, je pense, est assez rare pour le nommer. Je n'ai plus jamais bu plus de 4 unités en une occasion, pareil, ce qui est complètement, inhabituel pour moi. Et voilà, même des mois après, l'impression de bien mieux gérer ma consommation en soirée. Et si l'année dernière, après un an de Dry January, à la fin, il arrivait des semaines que je boive une unité au moins tous les soirs, là je dirais que après 2 Dry January, l'alcool a pris vraiment de plus en plus une place assez secondaire dans ma vie. Ça c'est pour mon retour. Puis en préparant l'épisode, j'en parlais avec ma femme désormais, qui l'a fait avec moi du coup, et elle, c'est vrai, était plus attentive à quelque chose que tu abordais plus tôt, c'est la place de l'alcool dans notre vie en général. Elle faisait surtout référence à ces verres automatiques, comme elle disait, les verres automatiques et pas des verres plaisir. Typiquement, tu rentres du travail, tu retrouves ton partenaire ou tu retrouves des amis, on te tend une bière, tu réfléchis même pas, tu la bois sans pour autant en avoir eu envie.
Puis ça, finalement, c'est des verbes. Bah voilà, il y a pas de plaisir, donc pourquoi se l'imposer? Et elle aussi était assez sensible au regard de l'entourage quand on refuse un verre. Avec l'impression qu'il y a une certaine pression sociale, hein, en tout cas le besoin de devoir se justifier quand on n'a pas envie d'alcool. Puis c'est là-dessus que j'aimerais bien terminer notre témoignage. C'est vrai que c'est je sais plus avec quel usager on discutait. Je crois que c'était une usagère sur Twitter qui disait qu'elle consomme de l'héroïne mais elle consomme pas d'alcool, et que elle, ça l'énervait toujours de devoir se justifier quand elle consomme pas d'alcool, et répondait je veux dire en s'opposant, en disant ok bah enfin d'accord, pourquoi moi je devrais me justifier de pas boire d'alcool, tiens consomme de l'héroïne avec moi. Enfin et je tolérerais pas que tu justifies que t'aies pas envie de consommer d'héroïne avec moi. Enfin je veux dire, c'est vrai que il y a comme ça une espèce de bienveillance et d'extrême tolérance avec l'alcool, quoi. Puis c'est ça, je pense, peut-être aussi qui est important de discuter autour d'une telle initiative. C'est même, je veux dire, ça va même au-delà de ça. Il y a même éventuellement une hostilité au fait de ne pas en boire. C'est vraiment quelque chose qui est remarquable. D'ailleurs, nous, premières années, avec l'expérience, on parlera plus tard des réactions éventuellement médiatiques, politiques ou institutionnelles, mais on donne pour recommandation aux personnes qui se lancent dans le défi pour la première fois de prévenir leur entourage, par exemple, à l'avance. Ça permet d'éviter les situations éventuellement pénibles. Non, hop, merci. Je bois pas de cidre avec la galette ou je sais pas quoi, mais si, vas-y, bois un coup. Oh là là, ça va, t'es pas drôle. Des choses comme ça. Ce qu'on imaginerait faire ça maintenant avec le tabac, par exemple, allez, ça va, mais prends-la ta clope. Ouais. Vous voyez, c'est des trucs comme ça qui changent vraiment dans les représentations. Il y a vraiment la pression à consommer, en tout cas, de par l'environnement, la présence de l'alcool dans l'environnement est réelle. Et puis c'est surtout le fait d'avoir à se justifier parce qu'on ne boit pas. C'est quand même quelque chose, quand on essaye de dérouler un petit peu le fil de la logique, c'est assez remarquable. Donc, dans les recommandations et dans les conseils qu'on donne via les applis, via les réseaux sociaux ou le site et la newsletter, on donne plein de tips comme ça. Prévenez votre entourage à l'avance. Amenez éventuellement votre boisson non alcoolisée si vous allez dans une fête, un repas de famille ou des choses comme ça. Prévenez à l'avance et préparez votre terrain. Parce que même si au fur et à mesure l'opération rentre dans les mœurs, tout le monde a entendu parler, donc quand même éventuellement s'exposer à oui, à une pression, des remarques un petit peu lourdes. C'est pour ça qu'on avait fait un bingo en fait de tout ce qu'on pouvait entendre sur quand on faisait le Dry January. Donc il y avait plein de choses comme ça qui sont assez incroyables. Ouais, t'es enceinte, t'es fâchée, on les entend très facilement, ces remarques pour, enfin, se les être entendues dire au moins une fois. Du sexe, bon, super. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses comme ça. T'es plus drôle. Ok, donc comme tu le disais, alors maintenant c'est quelque chose dont on a pas mal entendu parler. Donc en regardant sur le site internet, effectivement, on voit que c'est né il y a une dizaine d'années peut-être maintenant au Royaume-Uni, c'est ça? Alors, un petit chouïa moins, ouais. Chouïa moins. Après, l'idée d'une pause alcool organisée, c'est une idée qui est très 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 ancienne, en fait. Alors c'est ça, j'avais vu sur l'histoire, effectivement, même déjà dans les années 60-70, il y avait des initiatives semblables, je crois, Belgique, France, etc. Voilà, donc c'était quelque chose qui était le temps. Et après, Alcohol Change UK, avec Dry January, a créé un environnement, une campagne comme ça, avec une partie de marketing social qui va avec pour promouvoir une opération un petit peu, oui, enfin marketée, ou en tout cas habillée, quoi, pour donner le concept et passer à une échelle supérieure. Alors, parlons gros sous, du coup. Qui finance la campagne du Dry January? Ben, personne. En fait, personne. Et c'est bien ça. Alors, c'est à la fois bien ce que nos organisations se débrouillent avec leurs fonds propres, avec les moyens du bord, et avec quelques soutiens. Par contre, l'État ne finance pas la campagne. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 ans, Santé publique France préparait une initiative de janvier sans alcool, hein, qui a suscité
la réprobation des élus de la région champenoise, qui ont interpellé Emmanuel Macron, et il a déclaré que lui, président, en fait, il n'y aurait pas de janvier sans alcool. Donc toute la campagne est partie à la benne. Quelque chose qui oscillerait peut-être sans doute un petit peu moins que du million d'argent public, en fait. Donc tout est parti à la poubelle, et on s'est retrouvé avec le dossier de presse d'Agnès Buzyn qui devait annoncer la campagne, même si elle s'en est défiée par la suite, et quelque chose qui tombait complètement à l'eau par une censure très très haut placée, ce qui est quand même un peu inenvisageable. Donc on s'est mobilisé avec Addiction France, avec la Fédération Addiction, avec Addicted, avec la Ligue, avec plein d'associations, pour faire vivre quand même cette campagne, nous rapprochant d'Alcohol Change UK. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'initiative. Alors très très vite, j'ai ouvert un compte Twitter tard le soir, dès que j'ai appris comment ça se passait. On a monté le site, on s'est rapproché d'Alcohol Change UK pour partager le marketing de la campagne. Et on a réussi à monter le premier Dry January un petit peu concerté comme ça en quelques semaines. Donc c'est un investissement de chacun à la mesure de ses moyens. C'est assez intéressant finalement parce que ça dépasse des logiques institutionnelles. Et donc c'est ça qui est plutôt pas mal. Puis que les organisations peuvent donner la couleur qu'elles veulent aussi à la campagne avec des spécificités. Donc c'est ça qui est plutôt intéressant. Après, on peut quand même se poser des questions sur le fait qu'une pause d'alcool ne soit pas envisageable aux plus hautes sphères de l'État. Oui, j'étais en train de penser, enfin voilà, j'aurais pas les chiffres français en tête, mais je dirais que en termes de mortalité liée à une substance, les deux substances les plus meurtrières partout dans le monde, c'est l'alcool puis le tabac, et très 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 loin derrière, on va trouver héroïne, cocaïne, etc. Je trouve ça terrible que finalement un des premiers meurtriers de France, quand il y a une initiative pour juste en parler, ce ne soit pas soutenu par le ministère de tutelle, financièrement. Ou au moins approuvé, même sans financer, mais au moins approuvé, quoi. Le ministère de tutelle a approuvé, naturellement, ils avaient préparé en fait toute l'opération. Okay. Tu vois, mais c'est comme on imagine en fait le mois sans tabac étant annulé par le président de la République sous la pression de Philippe Maurice, par exemple. Est-ce qu'on imagine ça? Non. Bien entendu. Sur l'alcool, c'est possible. Alors du coup, effectivement, de dire ma surprise à l'époque, quand j'ai commencé à m'intéresser au Dry January, de voir qu'effectivement c'était une initiative saluée par le milieu addictologique que je fréquente, mais j'étais impressionné de voir effectivement cette levée de bouclier qu'on a pu observer dans les propos rapportés par une partie de la presse grand public. C'est quoi le problème avec justement juste faire une pause dans ces consommations d'alcool? Non, le problème, c'est un problème avec l'industrie viticole et la place de l'alcool en France. C'est pas le concept. Donc après, sur les oppositions à la campagne, on a entendu de tout, de n'importe quoi sur un retour à l'hygiénisme, sur un truc très très premier amendement en fait américaine, genre liberté de consommer, voilà. On a même entendu dire quand même par des éditorialistes que consommer du vin était un acte de résistance. Oui, voilà. Donc voilà, c'est les Jean Moulin de la picole, tu vois. Donc on est quand même allé jusqu'à ce niveau-là, en fait. C'est-à-dire que, mais bon, il se dit sur les plateaux télé, si tu veux, on est quand même habitué à la médiocrité. Ce qui peut se dire, en fait, et se discuter au plus haut sommet de l'État, quand on voit que chaque année l'alcool raye de la carte à peu près la ville de Bayonne. Quand on voit aussi, comme très récemment dans le bulletin de Santé publique France, qu'il y a encore un bon quart, même plus, des consommateurs d'alcool qui sont en dehors des repères de modération tout au long de l'année, dire que l'alcool soit une petite question de santé publique en France, en fait. Voilà. Sauf qu'il ne faut pas toucher. Alors, ça a été très 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 violent la première année, très 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 violent. On s'est rendu compte aussi beaucoup quand je dis on, c'est vraiment collectivement, alors, les personnes qui travaillent sur le sujet n'ont pas été vraiment surprises, mais
D'un point de vue général, on s'est vraiment rendu compte de l'imprégnation du lobby de l'alcool à tous les niveaux. Voilà, en fait, on s'est pris des unes du Point, d'hebdo comme ça, en fait, qui ont des suppléments pinards, un exemplaire sur deux. On a été pas mal attaqué par toute une blogosphère vitico-culinaire, pareil, hein, où tu retrouves les mêmes réseaux sur ces questions-là. On a eu droit à une interview de Ducasse absolument lunaire sur le fait que je sais pas qui sont ces gens. En fait, je sais pas qui ils sont. Moi, ce que je veux, c'est vendre du vin et les combattre textuellement, hein, in English in the text. Donc, on était face à des niveaux d'outrance. Une autre journaliste, faire le Dry January plutôt crevé. Enfin, dire, personne te force, hein, par ailleurs. Donc, on est quand même sur un niveau d'outrance en étant en face, en train de dire, on vous propose juste, pour les gens qui le veulent, d'essayer de tenir un mois sans alcool. C'est tout. Voilà. Ce n'est pas censé être grave, en fait, en l'occurrence. Visiblement, ça a été un peu. Ça s'est calmé l'année dernière. Je pense qu'il y a aussi un effet où on a bien vu que l'outrance et les attaques marchaient pas, puisque les évaluations pour les instituts de sondage donnaient quand même 1,5 million de participants, ce qui est absolument énorme, hein, pour une campagne qui achète pas de pub, voilà. Donc c'était quand même hyper important, ça marchait. Et puis surtout que il y a quand même un effet stressant très très important sur la censure de la campagne qui était prévue par Santé publique France et les réactions outrancières, qu'elles soient dans certains médias ou sur les réseaux sociaux. Donc l'année dernière, ça a été beaucoup plus calme. Il y avait également un effet Covid où tout l'alcool social était quand même assez impacté parce que il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de bar, on sortait pas, on était censé voir personne. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne buvait pas non plus, notre question. Mais en tout cas, le contexte était différent. Ça a été beaucoup plus calme, heureusement. On a pu aussi, du coup, avoir des messages qui sont beaucoup plus sur la reprise de contrôle, sur les bénéfices, que sur quelque chose de défensif par rapport aux attaques qu'on pouvait avoir. Ouais, enfin, au-delà de ça, je trouve ce qu'il y a bien aussi dans cette initiative, c'est ça, c'est même sans aller jusqu'à la faire, c'est au moins de s'être intéressé à quelle place a l'alcool et finalement quelle place on décide de lui donner. J'ai du mal à voir, enfin, effectivement, au-delà d'attaquer finalement, je sais pas, la culture ou une grosse manne financière, mais c'est difficile de voir qu'est-ce qu'on touche de si douloureux pour que ce soit aussi épidermique en fait dans la discussion. Enfin, je vois que c'est difficile d'avoir une discussion autour de l'alcool ou juste prendre contrôle de la consommation d'alcool sans que les choses partent vite en cacahuète en fait. C'est ça. Alors, en France, il y a un truc autour du vin, hein, voilà, parce que production viticole, alors très culturelle, donc on a eu droit à tout, hein, vous importez les concepts anglo-saxons, donc je pense que cette année, on va y avoir droit avec le grand débat sur le wok, tu vois, je pense qu'on va être dans le panier du wok, mais alors on le voit arriver comme ça, mais directement, quoi. Ça va être bien. Donc il y avait sûrement ces trucs-là. Il y avait aussi qu'on voulait, on avait pour objectif de mettre toute la filière viticole au chômage, tous ces gens qui travaillaient dur dans la vigne, etc. Enfin, ça va loin, hein. Sachant que par contre, les évaluations au UK ont montré que ça n'avait pas vraiment d'impact sur la vente et sur les achats d'alcool en fait. Donc c'est vraiment un autre sujet, c'est vraiment un tout autre sujet. Mais on a entendu tout ça. Tant que aucun des messages de la campagne dit ne buvez pas quoi en fait. Tout le monde est libre de la faire ou pas. Hein. Ouais, peut-être, je pense que c'est ça que les gens ont du mal à percevoir quand on parle de reprendre la consommation d'alcool, de dire que, enfin voilà, on n'est pas en train de dire il faut arrêter l'alcool, mais je dirais que l'alcool, c'est comme pour n'importe quelle substance. Prendre une substance, c'est aller sur l'autoroute. Le jour où on prend sa voiture, qu'on va sur l'autoroute, on met sa ceinture de sécurité. Enfin, c'est juste de dire, je dis pas qu'il faut arrêter de prendre la voiture, je dis juste que ça peut être dangereux et il faut faire attention, quoi. Enfin, et ouais, je trouve que c'est cette nuance que j'entends pas assez dans les discussions, qui peut être finalement le truc un peu inverse qu'on va avoir avec le cannabis, où à partir du moment où on prend la défense du cannabis, c'est qu'on est ok pour tout, et qu'on encense enfin, je trouve que c'est ça, ça polarise vite le débat, en fait, et la nuance est très difficile à obtenir sur ces sujets. C'est ça. Surtout en plus selon le statut du produit, hein, c'est exactement ce que tu veux.
C'est-à-dire que on est favorable à la légalisation du cannabis, donc on est cool, hippie, révolutionnaire, complètement inconscient, etc. On dit juste arrêter de boire, essayer d'arrêter de boire pendant un mois pour voir ce que ça fait. En fait, on est un hygiéniste, suppôt du conservatisme à l'anglo-saxonne, quoi. Wow. Après, on sait très bien que les gaps sémantiques ils se font assez facilement, mais on est vraiment là-dedans. Clairement, quand on voit aussi le discours qu'on a pu avoir sur non mais moi je n'ai aucun problème avec l'alcool, ok d'accord, mais le faites pas, aucune obligation, mais surtout par contre des discours beaucoup plus pernicieux qui sont par exemple non mais la plupart des gens n'ont pas de problème avec l'alcool, donc vous allez les embêter avec vos opérations, il faudrait mieux s'occuper des gens qui ne savent pas se maîtriser. Qui est cette population qui va générer le plus gros du chiffre d'affaires du secteur viticole. Enfin, c'est là aussi où pour moi il y a un petit problème quand même dans je veux dire la protection de la filière viticole. Exactement, et puis quelque chose qui est très très pernicieux, et c'est pas parce que notre produit est dangereux, c'est parce qu'il y a des gens qui sont pas assez structurés, éduqués, bien élevés ou pire, stables pour maîtriser cette consommation-là. Donc ça, c'est un discours de l'industrie qui est assez remarquable, quel que soit le produit incriminé. Hein. Ce qu'on voit sur la crise des opioïdes aux États-Unis, c'était non mais les personnes qui sont toxicomanes, en fait, c'est parce qu'ils sont toxicomanes, c'est parce que le produit est addictif. Donc voilà, vraiment de renvoyer ça sur le comportement individuel versus la dangerosité éventuelle avérée du produit, c'est quelque chose qui est absolument pas anodin. Alors ça c'est pour la France où comme tu le dis il y a eu droit à une belle shitstorm bien franco-française. Je me demandais quel retour est-ce que on a des retours des autres pays d'Europe qui font le Dry January. Moi j'avais l'impression que ça se passait mieux en fait. Après l'Angleterre qui est pas un pays qui boit peu en fait. Hein. Ils ont une certaine réputation au niveau européen effectivement. C'est quelque chose qui est installé maintenant en fait. C'est un peu un rendez-vous annuel. C'est quelque chose qui est de l'ordre du défi. Hein. C'est pour ça qu'en France, on a bien appelé aussi défi de janvier. Quelque chose qui peut être collectif. Il y a des panneaux dans les pubs en fait avec des cartes spécifiques. Tout le monde a intégré que c'était un petit peu ça. La tournée minérale belge qui se passe là, par contre en février, ça a dû bien se passer aussi. Alors je sais qu'en Suisse, il y a eu des bonheurs d'hiver. Mais on voit au fur et à mesure que l'idée quand même d'une pause alcool en janvier ou de pause dans l'alcool tout court commence à cheminer. Alors après, comme d'habitude, ça dépend beaucoup et est très culturel du pays, mais aussi de la production du pays. Hein, ouais. J'avais dit sur un texte en fait qu'heureusement que la France produisait pas de tabac en fait vu les remarques sur le dry. Alors bon, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est vrai que c'est quand même aussi lié en fait que le pays soit un pays viticole. Oui, il y a un petit peu de tabac quand même en France, mais c'est vrai qu'on n'a pas les enfin on a une production, mais c'est vrai que Philippe Morris, BAT, etc. ils sont basés ailleurs quoi. Mais moi je me demandais du coup alors voilà comment va se dérouler la campagne de janvier 2022 pour toi, du coup? Alors, la campagne de janvier 2022, on va d'une certaine façon reprendre un petit peu les choses où elle s'était arrêtée sur la campagne 2020, puisqu'on repart quand même. Alors, j'ai du mal à donner des certitudes finalement maintenant quand je parle à chaque fois, puisque le contexte est tellement mouvant. Donc, si les bars sont encore ouverts, si nous ne sommes pas confinés, s'il y a encore des restaurants, si des choses comme ça, on va quand même repartir sur des messages qui sont adaptés à l'alcool social. D'accord. Donc entre amis, attention, le décrochage du vendredi soir, des choses comme ça. Donc quelque chose qui va être plus collectif que l'année dernière avec le confinement. Il y a aussi quelque chose qui de 2022, c'est qu'il va y avoir des activités qui s'engagent dans la campagne et à soutenir la campagne par des messages dans leur espace public, par des messages des élus et par un engagement en fait et une motivation des administrés de la ville à suivre le Dry January. Ah, c'est chouette. Alors ça,
Ouais, ça, on trouve que c'est vraiment super, parce que là où l'input de santé publique est défaillant au plus haut niveau de l'État, il y a un retour sur la préservation de la santé des citoyens au niveau local. Ça, on trouve que c'est vraiment une très, très bonne nouvelle. Donc, pour l'instant, au moment où je te parle, il y a Grenoble, Nantes, Toulouse et Lyon qui ont envoyé un message pour dire qu'elles soutenaient et s'impliqueraient dans la campagne. Nous espérons que d'encore plus grosses villes vont suivre d'ici au mois de janvier. Voilà. Il y aura peut-être des updates d'ici là, mais j'espère que d'autres villes vont rejoindre. Nous sommes quasiment sûrs que d'autres villes vont rejoindre. Ça, c'est une très 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 bonne nouvelle. Peut-être même un jour la ville de Bordeaux. Ok. Et puis alors, du coup, comment on participe? Du coup, on l'a vu un petit peu plus tôt. Donc, tu disais, il y a le site internet, une newsletter à laquelle on peut s'abonner. Je peux que conseiller de s'inscrire à la newsletter et au mailing de campagne. En plus, on vous embête pas le reste de l'année avec, hein. C'est vraiment très très ciblé. Et on va recevoir plein d'infos motivationnelles, des idées de recettes de cocktails sans alcool, des explications sur les bienfaits, des témoignages, plein de choses comme ça qui vont nous aider à nous motiver pendant toute la campagne, à nous aider à relever le défi, et puis aussi partager avec d'autres. Donc ça, c'est sur le site internet que ça se passe. Il y a plein d'autres ressources aussi pour connaître bien l'opération et des conseils pratiques. Il y a bien entendu les réseaux sociaux. Ouais. Twitter, Instagram, Facebook. On a un lien aussi avec un groupe de patients experts de France Patients Experts Addiction qui peut s'occuper des personnes qui auraient des problèmes vraiment avec l'alcool ou dans le suivi de la campagne. Donc ça, ils nous contactent aussi via Facebook. On leur donne un contact privilégié sur un groupe privé, très très bienveillant, où on va pouvoir discuter, être accompagné, partager son vécu. Donc il y a de belles choses comme ça qui se passent dans ce groupe. Et puis il y a aussi l'application Try Dry, qui est vraiment super bien faite, assez ludique, et surtout là par contre après on peut s'en servir toute l'année pour se donner des repères de consommation, pour noter aussi sa consommation, pour se rendre compte de la consommation toute l'année. Et c'est très intuitif, ça se fait facilement. Ouais, alors je dois dire que l'application... Pareil, sur toutes les plateformes. Ouais, alors l'application, c'est vrai que moi je suis extrêmement fan. Je l'avais installée pour le premier Dry January et finalement, comme tu dis, donc ça a été très utile pendant le Dry January. On peut avoir accès d'emblée aux newsletters dedans. Moi j'avais bien aimé justement de pouvoir suivre par semaine, voilà, fin de la première semaine, voilà ce que vous pouvez observer chez vous, deuxième semaine, voilà ce qui peut se passer. Et puis ce que j'avais trouvé assez top dedans, c'est effectivement qu'on peut tous les jours mettre si on a bu, oui, non, et puis après aussi il y a même la petite nuance, est-ce que je m'étais autorisé à boire le soir-là, ou finalement est-ce que c'était une consommation un peu impulsive et non prévue. Après, je trouve que ça permet de donner une vision sur le mois, sur ce qu'on a fait ou pas. Et ce que je trouve vraiment hyper intéressant, c'est que avant d'essayer le Dry January pour la première fois, on doit documenter la moyenne d'unités d'alcool, de style d'alcool qu'on consomme d'habitude. Et après, l'application va calculer à chaque journée sans alcool le nombre de calories évitées et le nombre, et la somme économisée. Et je dois dire que ça m'a impressionné en fait, de voir que finalement il suffit de, entre guillemets, pas grand chose, hein, donc par pas grand chose j'entends je veux dire les 10 unités autorisées par l'OMS, etc. Il suffit de à peine d'être là-dedans pour voir qu'on est déjà à 4-5 repas en plus sur la semaine, juste en ayant bu quelques bières, quoi. Je trouve ça c'est assez perturbant, et de voir à la fin du mois le nombre de calories économisées et l'argent économisé. À nouveau, c'est vrai que moi, sans changer mon style de vie en dehors de l'alcool, j'ai perdu presque 3 kilos en un mois sans alcool. J'ai vraiment été soufflé en fait. Et ça, je trouve, l'application permet de bien documenter. Puis après, pour les joueurs, je vois que cette année, je me suis aperçu récemment que vous avez même rajouté des petits badges
je trouve assez rigolo certains sur des occasions où on n'a pas consommé d'alcool et où on aurait pu consommer. Alors il y a, je crois, c'est recevoir une mauvaise nouvelle sans consommer d'alcool, ça c'est un peu le versant triste, mais il y en a deux trois autres que je trouve assez rigolo. Puis ça donne des petits challenges, des objectifs. Mais en vrai, à nouveau, je trouve c'est un bon média pour parler de ça, parler de l'alcool et de sa place dans nos vies avec les personnes autour de nous. En tout cas, enfin vraiment très très chouette cette application. Oui, on l'améliore au fur et à mesure. Alors c'est du multilingue aussi, hein, selon où vous êtes. Donc c'est plutôt vraiment vraiment pas mal, hein. Assez intuitif aussi. Et puis c'est surtout l'avantage, c'est que ça donne des repères au-delà de l'opération. Et ça rend pas mal. Puis c'est vrai que les badges hebdo, quand on commence à se lancer dans l'opération, c'est les 3 jours, c'est la première semaine, on a réussi. C'est quelque chose d'assez motivationnel. Vraiment très très bien. Et puis surtout, en fait, pas forcément idée de notre consommation d'alcool avant de commencer à la relever, comme tu disais, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment ça le but de l'opération et tous les outils qui tournent autour. C'est-à-dire qu'on dit que faire le point et reprendre le contrôle. C'est-à-dire que pour beaucoup, on ne s'est jamais posé la question de combien on consommait d'alcool. Et donc rien que ça, c'est déjà une première étape. Alors ça c'est pour janvier 2022, donc on vous laisse tous installer l'application, vous abonner aux différents comptes sur les réseaux sociaux, je remettrai les liens dans la description de l'épisode. Et puis quel futur du coup? Là ça c'est 2022, mais horizon 2030, c'est quoi le futur d'une initiative comme Janvier Sobre? Alors c'est pas janvier sobre, hein, du coup c'est vraiment sur des défis de janvier et de rajeunir, parce que si tu veux la sobriété on va dire c'est un peu toute l'année. Ok. De consommation et là on essaye de faire vraiment un break. L'idée vraiment, si on peut s'orienter dans le futur, c'est vraiment quelque chose qui fasse partie des meubles. En fait, un rendez-vous annuel sur lequel j'allais dire tu as presque plus besoin de faire campagne. Et qui est installé dans les rituels annuels. Je veux dire vraiment qui devient très culturel. Voilà. Ça, c'est vraiment, si tu veux voir un horizon dans 10 ans ou 15 ans, peut-être quelque chose comme ça. Alors, on peut critiquer le mécanisme parce qu'il y a beaucoup de mois sans, mois avec, mois truc, etc. On n'a plus assez de 12 mois dans l'année, hein, ça se chevauche. Donc c'est effectivement peut-être une mode. Compte tenu des bienfaits en termes de santé, je pense que si c'était on arrivait à instaurer un rituel annuel qu'on n'est même plus vraiment, dont on n'est plus vraiment à discuter l'opportunité, ce serait quelque chose d'assez formidable. Ouais, effectivement. Enfin, c'est vrai qu'il y a, comme on disait, il y a le mois sans tabac, il y a Movember, il y a tout ça. Mais effectivement, je pense que la localisation aussi n'a rien d'anodin. Je trouve qu'effectivement, le mois de janvier, juste après les fêtes, c'est vraiment le bon. Enfin, c'est un moment où même spontanément, je dirais, on a déjà envie de passer à la soupe miso et puis faire un peu de calme chez soi. Oui, c'est ça, plus voir personne surtout. Et non. Donc non, c'est clair que le mois est pas choisi par hasard. On voit aussi que dans les différentes communautés qui se créent comme ça, dans les différents mouvements, il y a des personnes qui font un autre break à un autre moment de l'année. Il y a des Sober October, il y a plein d'autres trucs comme ça. Je pense que l'idée, quel que soit l'avenir du Dry January, c'est aussi d'instaurer l'idée de faire des pauses dans sa consommation d'alcool. Voilà. Ça vraiment, et c'est quelque chose, je trouve, qui, moi, je le vois autour de moi, des personnes comme ça qui s'en refont un petit dans l'année, quoi. Au printemps ou en septembre, après l'été, par exemple, ou parfois, voilà, il y a un peu plus d'apéro. Donc, il va y avoir des choses comme ça qui s'installent, et ça, c'est super intéressant. Ouais, c'est vrai que moi, depuis, ce qu'on a gardé, c'est ça, il y a au minimum, un jour dans la semaine où il n'y a pas d'alcool. Et j'irais même, alors du coup, pour aller dans le sens de la filière viticole, mais de dire que finalement, j'ai l'impression aussi que depuis que j'ai clairement repris le contrôle de ma consommation d'alcool, quand je consomme de l'alcool, par contre, c'est effectivement des produits travaillés.
c'est fini la bière pas chère d'étudiant qu'on peut acheter. Enfin voilà, si jamais je bois de l'alcool, bah c'est effectivement, je fais attention à ce que je bois, je fais attention aux produits que j'achète, etc. Donc c'est pour ça, je pense que c'est dommage, c'est pas forcément négatif pour la filière de l'alcool, quoi, cette initiative. Alors c'est clair qu'il y a un impact sur changer le regard qu'on a sur le produit et aussi changer les usages. Donc ça, effectivement, hein, là, puis on voit bien de toute façon que le marketing de l'industrie s'adapte aux signes des temps. Hein. Donc si le sens va dans le sens de pause alcool, on va voir des modifications qui sont importantes dans le marketing à ce moment-là. On voit déjà hein, des marques d'eau minérale, de soda ou des choses comme ça qui se greffent sur le principe de l'opération. Donc il y aura forcément des choses comme ça qui vont se développer. On peut le regretter ou pas. Après, on voit aussi dans la stratégie des alcooliers, sur une diversification à l'extrême des produits. Donc on a même maintenant de l'eau alcoolisée. J'ai vu ça récemment, c'est quand même oui, les hard seltzer. Ouais, voilà, c'est assez délirant. Il y a les questions des prémix, il y a la question de plein de choses comme ça. Donc, bien conscient que, d'une certaine façon, il y a un petit peu une bataille rangée aussi sur une certaine volonté de maîtriser le marketing de l'alcool quand même, qui est expansionniste. Alors avant qu'on attaque la dernière partie de l'émission, je sais pas si pour toi il y a un sujet qu'on aurait oublié d'aborder dans cet épisode sur le Dry January. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a fait vraiment un peu le tour. Il y a la question de la préparation. Bien se préparer, c'est regarder un petit peu ce qui nous attend au mois de janvier, les fêtes, les anniversaires, les rendez-vous comme ça. Donc les situations potentiellement, situations à risque, hein, on connaît. Donc la préparation de l'entourage, éventuellement la préparation aussi de ce qu'on a chez soi en fait. Donc ce qu'on a de quoi se faire plaisir, faut se faire un petit cocktail sans alcool, des choses comme ça à savoir. Et donc pour arriver bien préparé au lendemain du réveillon. Généralement, on a coutume de dire que le Dry January commence à 8h du matin le premier de l'an en fait. À 8h du matin, ça dépend à quelle heure on se couche, mais en tout cas, la personne arrêtait absolument de boire à minuit 1 au moment du réveillon. Christian, tu es toujours qu'est-ce que j'ai sous la main ce coup-là? Ouais, alors attends, je suis désolé parce que je t'ai rattrapé en cours de route parce que ça a coupé en fait. J'ai eu des trucs très 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 hachés. Ouais. En fait, je suis en train de récupérer ma connexion et en tout cas, moi je t'entends très bien. Et mes esprits. Voilà. Alors là, attends, excuse-moi. Peut-être une seconde que je vais pas. Est-ce que c'est bon? Là, je t'entends parfaitement. Là, voilà, c'est retrouvé. C'est bon? Ah, voilà. Alors un bien de culture. Alors il y a un groupe que j'aime beaucoup, en fait, qui s'appelle Beach House et qui vient de sortir un 4 titres de toute beauté. Et donc je conseille à tout le monde d'écouter cette musique-là parce qu'avec cette musique-là, le monde est plus beau. Ok, je peux mettre le lien. J'imagine ils sont sur YouTube. Oui. Ok, alors je mettrai le lien vers le morceau. Et de mon côté, une des anciennes personnes à être venue témoigner dans l'émission, Hubris, qui témoignait dans les premiers épisodes du podcast,
m'a envoyé, enfin elle a mis sur sa page sur Twitter, France Culture apparemment a fait une série d'enregistrements sur la consommation d'alcool chez les femmes, qui s'intéresse justement à alcool et genre. Donc je trouve que ça va assez bien dans le thème de l'émission d'aujourd'hui. Je mettrai le lien vers ces podcasts dans la description de l'épisode. Voilà Christian, on arrive au bout de cette émission. C'était un plaisir de t'avoir à nouveau dans Parcoursup. Au plaisir de te retrouver. Voilà, pour les personnes qui nous écoutent, merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre le podcast, même quand il n'y a pas de nouveaux épisodes qui sortent à la semaine. Donc voilà, on est à peu près à entre 300 et 500 écoutes sur chaque épisode, donc c'est vrai que ça commence à faire du monde. N'hésitez pas à partager et puis surtout à faire des retours sur l'émission. Le podcast s'améliore grâce à vos retours. Moi je vous dis à bientôt. Voilà, vraiment très très content d'avoir pu discuter avec toi à nouveau. Et puis on se dit à bientôt dans Parcoursup.